Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on va parler du Paris Noir et plus largement de la France et la question noire, deux figures noires, etc., qui ont marqué l'histoire française et l'histoire en général. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Kevin Donna. Bonsoir Salut, tout Kevin. le monde. Merci de me recevoir. Enfin, Enfin, oui, ça fait un moment qu'on discute de ça et tout. Et même, ça fait un moment qu'on avait aussi l'idée de faire un vlog de ta visite. Est-ce qu'on est toujours invité? Ah ben avec plaisir, plus que jamais. On devait le faire avec Samir. Donc, il faut que je relance Samir. Il est ultra chaud pour venir. Donc, je vais te présenter très vite, Kevin. Donc, tu es le responsable tout d'abord des visites du Paris Noir. C'est ça. C'est comme ça que tu t'es fait connaître. On va peut-être en parler juste après. Tu as aussi un podcast qui s'appelle Le Paris Noir. Ouais. Tu t'embêtes pas pour les noms. Non, j'ai tout droit là. Je fais des tout droits. Tu as un livre, je le mettrai mieux sur YouTube pour que vous le voyez mieux, mais j'adore la couverture qui est Le Paris Noir. À la découverte du Paris Noir. À la découverte du Paris Noir, balade au cœur de l'histoire noire de la ville lumière aux éditions Face Cachée. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, c'est le cœur. Et avec nous pour faire cette discussion, Marie Yemta Moussanang, je ne me trompe pas sur le nom. C'est très bien. Voilà. Tu es chercheuse indépendante, tu es conférencière, tu es enseignante, tu fais des conférences. Ouais, j'anime des conférences et oui. Et tu es enseignante, ça je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Et tu es aussi fondatrice du podcast, du Feu Podcast, peut-être. Écoute, non, ça crépite encore un peu. Afrotopique. Du podcast Afrotopique, ouais. D'accord. Pour l'instant, c'est en stand-by, mais il y a peut-être des possibilités de retour. Ouais, de temps en temps, voilà, il y a des épisodes qui sortent de temps en temps. Et tu collabores aussi des vidéos avec Histoire Crépue, on peut te voir sur la chaîne. Oui. Et là, tu es aussi en train d'animer, de participer à un cycle au Quai Branly qui s'appelle La colonisation de notre... Alors, c'est la colonialité de notre mondialisation. Ouais, j'anime, je curate un cycle de conf au musée du Quai Branly, voilà, depuis le mois de février et jusqu'au mois d'avril. Et donc, je reçois des intervenants, des activistes, des chercheurs-chercheuses qui nous permettent de tirer les fils justement de la colonialité de notre mondialisation contemporaine. Voilà, donc on est passé par le Congo, le Soudan. Et quelqu'un dit qu'il y avait un truc sur la banane hier. Ouais, exactement. Hier, c'était Malcolm Ferdinand qui nous parlait. Qui nous parlait donc de du défaire la plantation. C'est la manière dont il problématise les choses, donc pas seulement la question de la dépollution des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique qui ont été polluées, contaminées au chlordécone, les terres, les rivières. Avec ce neurotoxique, mais qui ouvre plus largement et qui réinscrit la lutte contemporaine et la demande de justice contemporaine dans une histoire longue de ces sociétés post-esclavagistes qui ne sont toujours pas libérées. On va parler de tout ça aujourd'hui. Il y a aussi peut-être dans la discussion, parce que je pensais que c'est le débat débat actuellement sur les réparations. Je ne sais pas si vous avez vu de l'ONU, le vote de l'ONU. On va en parler aujourd'hui. N'hésitez pas les gens, le train de light. On va parler aujourd'hui des figures et de la négrophobie et des questions noires. Alors, pour commencer la discussion, tout d'abord, je rappelle que tu t'occupais de balades, tu t'occupes de balades qui sont encore aujourd'hui le Paris Noir. Maintenant, tu sors ce livre-là. Déjà, la première question, c'est pourquoi avoir voulu sortir ce livre et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une idée de toi ou est-ce que c'est c'est plusieurs choses. C'est donc quand le livre il est sorti l'année dernière, ça faisait à peu près 12 ans que je bossais sur ce projet de balade et j'avais envie un peu de fixer des choses qui étaient tout le temps dans l'oral, quoi. J'avais envie de le mettre quelque part. Et puis ensuite, c'est des rencontres, quoi. C'est l'agence, mais surtout la maison d'édition Face Cachée, qui m'ont pas mal convaincu et ensuite aidé à me mettre le pied à l'étrier et à mettre ça à l'écrit. Ça doit être compliqué d'écrire un livre, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et en plus, c'est toute la difficulté d'avoir le sentiment de devoir fixer définitivement, mettre un point final sur un truc qui est en perpétuelle évolution et qui est dynamique. Les visites que je fais aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles que je faisais il y a 10 ans, même si c'est les parcours restent à peu près les mêmes. Et puis en plus, après, ça m'a donné envie, on en parlera peut-être après, mais d'en faire plus, Là, je suis en train de travailler sur une 4e visite. Donc, c'est pas fini. Ce sera quoi cette visite? Comment? Ce sera quoi cette visite? Ce sera autour du Palais de la Porte Dorée et de l'Expo coloniale de 31.
Donc, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Et c'est en plus, bien sûr que la question noire est au cœur du truc, mais on ne parle pas que de noir. Donc, le Paris noir va devoir peut-être s'ouvrir à des choses non noires. D'accord. Okay. Parce que, alors, très vite, sur la visite du Paris noir, c'est qu'il y a différents types de visites. Il y en a 3. Il y a 3 avec chacun un axe, un truc un peu plus figure intellectuelle, académique. Et un autre plus culturel, et une troisième, c'est ça ? Il y a une visite donc, qui est très centrée sur, on pourrait résumer en une histoire intellectuelle noire de Paris, dans le quartier latin Saint-Germain, donc 5e arrondissement. Une visite plus populaire, et qui est donc de l'arrivée, dans une première partie autour de Pigalle, l'arrivée du jazz, Joséphine Baker, tout ça, et qui se termine à Château-Rouge. Donc, question aussi d'immigration, etc. Et puis, une troisième visite sur la question des statuts, des noms de rues et de façon plus générale de la représentation des colonies dans la capitale, des débats autour de l'abolition de l'esclavage, et puis aussi de statuts, ça je l'ai dit. Toi, tu connaissais Marie-Emta, le Paris noir Vous étiez déjà rencontrés avant ? Oui, on s'est déjà croisés, mais... Ouais, non, pas tant que ça. Oui, non, pas tant que ça, mais j'identifiais... On se sait de loin. Moi, je connaissais... j'avais découvert les balades du Paris noir. J'ai encore jamais fait, mais I will join avec plaisir pour la vôtre. Et moi, j'avais aussi écouté le Cheap Podcast à l'époque. Oui, c'est vrai que ça, c'était une autre... C'est un podcast que je faisais il y a longtemps, entre 2017 et 2021, avec 2 journalistes. Ah ouais. Tu vois, moi, je connais Kevin de cette époque-là. Je ne le connaissais pas, mais voilà, j'ai écouté Kevin à ce moment-là, qui était déjà très orienté... quand même. J'aimais bien l'histoire, les trucs comme ça. Et après, c'était un podcast pop culture, donc c'était pas le même ton. Mais quand même, il y avait. T'apportais pas mal de choses déjà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme. Non, en fait, c'est le podcast qui a évolué, qui est parti dans plusieurs. Vous avez été hébergé par plusieurs studios. C'est ça, Vous êtes baladé aussi. Et principalement ça. Mais j'écoute aussi le Paris Noir podcast. Ah ok, trop cool. J'écoute. En fait, non, moi je suis très merci. Bon. Moi, je t'ai découvert aussi avec la vidéo qu'on avait fait sur Histoire crépue. Et c'était quoi le Paris Noir ? Pourquoi tu as voulu faire ce projet sur le Paris Noir ? C'était quoi le... C'est pas du tout quelque chose qui était... comment dire, c'est plein de coïncidences. C'est plein de coïncidences et de changements et tout. Moi, j'ai pas du tout fait des études pour devenir guide. J'ai même pas vraiment fait d'études d'histoire. Tu parlais bien anglais ? Je me démerdais en anglais. Parce que ça m'a l'air d'être très important pour toi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mes études, donc moi, j'ai fait Sciences Po. C'est intéressant. J'ai fait Sciences Po Rennes et l'école des études en santé publique pour la direction des établissements médico-sociaux. Donc, en gros, les maisons de retraite, les hôpitaux locaux, et j'ai pas aimé. Et donc, j'ai pas aimé les vieux, ok. J'ai pas aimé l'administration publique. J'ai pas aimé bosser dans un EHPAD avec des fonctionnaires. Tu vois, c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Bref, et je me retrouve à Paris. J'ai besoin d'un taf et j'ai un ami d'amis qui fait des free tours. Donc les trucs où tu vois les mecs qui prennent les touristes et qui et ça, j'ai 26 ans à l'époque, tu vois, qui font des balades autour des monuments. Et donc il me dit, viens faire ça avec nous. Et c'est comme ça que je deviens guide en 2011. Ça veut dire que tu obtiens ton agrément Ça arrivait bien après. Ok. Ça arrivait bien après. Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment le lumpen prolétariat de la visite payée aux tips. Ah ouais, comme ça. Ouais, d'accord, terre. Ouais, vraiment. Et donc, ça me plaît. Je trouve ça super stimulant. Et puis, ouais, mais en même temps, j'ai l'impression d'être utile. Alors que quand j'étais en maison de retraite, à mon stage, tu sais, genre, je me faisais chier, j'étais nul, les gens étaient méchants, j'aimais pas, tu vois. T'en parles en plus dans le livre. Et donc, bref, je me retrouve à faire ça. Et ça se passe super bien, mais première chose, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus personnel qu'un truc très... c'est Notre-Dame, tu vois. C'est la Tour Eiffel. Notre Dame. Et il y a ça. Et je me rends compte aussi que les touristes, ils sont un peu surpris qu'il y a beaucoup de Renois à Paris quand même. Ah ouais. Plus que ce qu'on leur avait montré, plus que ce qu'ils avaient imaginé. C'est déjà il y a 15 ans aussi. Donc, ils constatent le grand emplacement. Eux, ils mettent les 2 pieds dans le plat. Et le truc, ce qui est très intéressant, c'est justement cette espèce de
de gros tabous français, on va dire, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais qu'en gros, faut pas parler de race, faut pas parler des origines des gens, faut pas faire tout ça et tout. Et les touristes, ils savent pas, donc ils posent des questions. Et l'exemple le plus marquant que je donne, c'est que en fait, c'est l'époque aussi des débuts d'Airbnb. Ok. Donc, t'as un couple de jeunes touristes de n'importe quel pays, tu viens à Paris, tu cherches un appart sur Airbnb, et on va te dire Montmartre, vue sur le Sacré-Cœur. Ok. Ouais. Et t'es à Châteaurouge ou à Barbès. Et ensuite, tu vas faire un free tour et le mec qui t'attend au pied de Notre-Dame, c'est un Renoir. Et puis après, tu vas au Starbucks et l'équipier Starbucks, tu fais, mais attendez, mais il y a un truc. Et donc, il pose des questions et justement, il ne faut pas y répondre ici. Non, pas de quoi vous parlez. Donc, c'est comme ça que je me dis, les gens me posent des questions. C'est un peu compliqué de répondre. Et si on faisait des visites qui mettent au centre de l'attention la présence noire à Paris sous toutes ses formes, quoi. Ce qui est une sacrée ambition de dire je vais expliquer, mais ouais, c'est parti un peu de ça. Est-ce qu'il y avait aussi ça c'est aussi une question que je voudrais poser à vous deux, une volonté de combler ce qui pourrait apparaître comme un manque de certaines figures noires, que ce soit dans le public en général, mais même dans les milieux militants? Est-ce que pour vous, il y a aussi un truc de faire découvrir certaines figures qui sont importantes, qui sont un petit peu oubliées? En vrai, je suis pas parti dans une démarche militante de je vais montrer aux gens. D'accord, au départ, c'était pas... Parce que déjà, j'en connaissais pas tant que ça. Ok. Donc, bien sûr qu'il y avait des grands noms que je connaissais. Je suis martiniquais, donc Aimé Césaire, Frantz Fanon, même James Baldwin, je connaissais déjà. Mais quand j'ai commencé à vouloir apprendre l'histoire du quartier que je faisais visiter le plus, c'est-à-dire le 5e, 6e arrondissement, truc intello et tout, et que je me suis rendu compte qu'en fait, ils se sont tous donné rendez-vous au XXe siècle là-bas, et que je fais des visites et je parle pas de ça, je me suis dit, vas-y, essaye de faire une visite construite autour de cette réflexion-là, de pourquoi Paris, de leur rapport à Paris. Et c'était même pas dans une démarche de je vais prouver des trucs aux gens, parce que de toute façon, je pensais pas que ça plairait à un public français. Moi, à la base, je faisais ça pour un public de... Oui, évidemment. Ouais. Donc, c'était ça le truc de base. Et puis ensuite, il y a eu un tournant, ça a été le moment 2020-21, Covid, Floyd, Black Lives Matter, les questions qui se posent. Michel Zecler, que je rencontre aussi à cette époque-là. Donc les gens en France aussi ont envie, en tout cas une partie des gens ont envie qu'on leur raconte cette histoire-là. Toi, tu as cette impression aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent découvrir l'histoire des figures noires ou antiracistes en général. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a un manque autour de ça ? Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'appétence ou de curiosité ? Je pense peut-être un peu, en vérité. Je dirais que ça se ressent, dans le sens où il y a de plus en plus de choses qui paraissent. Moi, j'ai commencé à me poser des questions et à rechercher un petit peu, à m'éduquer, tu vois, sur des questions. C'était pas forcément colonial au départ, mais plutôt confronté au racisme. Moi, c'est une autre histoire, parce que je l'ai plus rencontré de manière percutante sur le continent africain. Un moment où j'étais au sein d'une communauté francophone française dans un pays anglophone d'Afrique de l'Est. Et donc, tu vois, à débarquer, être un peu toute seule parmi mes compatriotes qui me regardaient de haut et de loin. J'étais là, pardon, je comprends pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des ressources et tout. Et honnêtement, quand je rentrais en France, que j'allais à la Fnac, tu vois, à l'époque, j'allais à la Fnac comme librairie, et il n'y avait pas grand-chose. En fait, il n'y avait rien. Il y avait que dalle. Il y avait que dalle. C'était il y a 15 ans, je pense. Oui, parce que là, il y a eu une effusion depuis il y a quand même pas mal de choses. D'années, mais il y a 15 ans. Il y a pas mal de choses. Mais je pense que les gens aussi se rappellent pas. Je pense la France des années 2000 au début, on disait pas déjà juste les Blancs. Parce que je rappelle souvent aux jeunes générations, les Blancs, on disait les Français, quoi. Donc il y a vraiment eu une effusion de ça. Et puis et c'est super qu'il y ait de plus en plus de productions culturelles, d'œuvres, de bouquins, de ballades, etc. Et non, mais on nous éduque pas là-dessus, tu vois, je pense. Enfin, c'est quand même c'est un fait, quoi. Tu vois, toi, tu disais que t'es martiniquais, que tu connais César et Fanon, mais c'est vrai. Et tu vois, c'est une question que je me posais, de comment est-ce que tu travailles pour construire tes visites, en fait. Comment est-ce que tu découvres que Richard Wright a habité tel quartier et tout. Moi, tu vois, je savais même pas qu'il avait vécu à Paris. Je le découvre en lisant ton bouquin. En fait, là, je me souviens très bien, le début des visites, c'est qu'en fait, personne ne m'attendait. Donc, j'avais le temps
je vivais une autre vie, j'avais le temps de regarder des documentaires, de chercher des bouquins, de partir un peu à tâtons comme ça. Et c'est beaucoup arrivé aussi en faisant. Mais j'avais déjà une trame dans ma tête parce que je faisais déjà visiter le quartier, d'endroits, de rues où il faudrait passer, de choses comme ça. Et donc, ça a pas mal évolué les premières années. Et puis, là, c'est différent maintenant parce que depuis 5-6 ans, je bosse beaucoup avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ensemble, on fait un travail de vulgarisation où je rencontre le podcast, des spécialistes pour parler de bouquins liés à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Et c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, même si ça revient dans le podcast, c'est de poser des questions à des spécialistes sur des trucs que j'ai envie d'ajouter dans ma visite, où je suis en train de travailler sur une nouvelle visite. Donc je fais, et sur le code noir et Colbert, vous avez un truc à nous dire? Vous saviez qu'il y avait une statue d'un tel là-bas? Et donc c'est aussi comme ça que ça se fait. Et puis le deuxième truc, c'est que je travaille beaucoup, j'ai plus beaucoup de touristes, en réalité j'ai plus d'universités, de programmes d'échange. Okay. Ah ouais, et donc ces visites, je les fais en permanence à des profs de fac avec leurs étudiants, avec qui j'en discute, etc. Donc ça n'a plus rien à voir que ce que je faisais il y a 10 ans. Parce qu'aussi, sans doute, vous échangez, ils t'apprennent aussi des choses. Enfin, ouais, bien sûr. Et pour eux, c'est super intéressant parce que souvent, c'est des grosses... Ça peut être... c'est pas toujours le cas, mais parfois, c'est vraiment des spécialistes du sujet, mais qui visualisaient pas forcément où Baldwin ou tel truc avait vécu, s'était rencontré. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et là, je veux justement essayer de refaire la même démarche pour le nouveau tour autour du Palais de la Porte Dorée que j'aimerais bien proposer. On voit qu'il y a quand même une histoire riche de figures. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question que je pose, je pense que ça va provoquer un débat, est-ce que Paris est une place importante de l'histoire noire et panafricaine ? Moi, je pense que de toute façon, ça va forcément dépendre d'où tu parles. Ouais. Pour qui on parle. Parce que c'est même pas forcément une question de nationalité, mais même une question de classe sociale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Noirs super riches qui vivent une vie très belle à Paris, où ils peuvent... s'ils en ont envie, penser à la race, s'ils en ont envie, pas du tout le penser. Et puis, il y a la gaieté lyrique, il y a plein de couches différentes, de niveaux d'acceptation, de rejet, etc. En revanche, ce qui est assez indéniable, c'est que beaucoup de grands noms de la décolonisation, même des gens qui sont arrivés avant les décolonisations, ils ont été formés à Paris, ils sont venus à Paris. La présence noire en France, elle n'est pas nouvelle. Non. Ça fait des années que c'est pas... Et donc, c'est pas depuis les années 70 qu'il y a des noirs en France. Pas du tout. Alors après, que ce soit une présence visible au quotidien pour monsieur et madame tout le monde, c'est un autre sujet. Ouais. Mais les grandes villes, Paris, Bordeaux par exemple, les présences noires, c'est attesté depuis longtemps. Et même parfois dans des milieux plutôt bourgeois. Ça aussi, ça a attesté, ça peut surprendre et tout. Et donc, pour tout ce qui est formation idéologique, etc., oui, Paris est une place forte. C'est pas la seule, mais c'est vraiment un des gros endroits qui a compté pour ça. Et moi, je me demandais aussi, donc tu parlais de comment tu construis ces visites et tout. Moi, il y a aussi comment on choisit les figures. Ouais. Quelles figures? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des choix, des figures. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a un choix éthique? Est-ce que c'est l'importance? Et comment... Ça, c'est dans le deuxième temps aussi. Comment considérer des figures qui peuvent être controversées? Ouais. Donc, certains, mais tu as des idées de figures controversées? Je sais par exemple que il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais reçu Tona. Oui. Qui, pour lui, c'est un militant panaf assez radical, mais qui a un peu du mal avec certaines figures, et notamment avec Joséphine Baker. Ouais. Voilà. Donc, parce que je sais que j'ai déjà entendu ce discours de Joséphine Baker a donné une mauvaise image. Donc, comment tu traites ça? Est-ce que pour toi, c'est écoutez, il y a des débats sur cette figure et juste je le sélectionne parce que c'est. Ou est-ce qu'il y a un truc, je veux juste mettre les figures que moi j'adore ou Il y a quelqu'un qui met Dieudonné. Marie, Yemta, tu as peut-être quelque chose à dire sur Joséphine Baker en préambule avant que j'y aille? Écoute, moi, tu sais, je connais pas forcément bien le
le personnage, j'ai lu les quelques pages que tu lui consacres dans le livre. Et on voit que c'est un personnage complexe, quoi. Tu vois qu'il y a une histoire complexe qui a été représentée d'une certaine manière, mais qui... je pense qu'il a aussi joué des codes de la représentation, en fait. Donc, bon, elle a essayé de s'en sortir avec... En fait, moi, j'ai l'impression parfois on est très dur à l'égard de certaines figures qui vivaient à une époque où ça me semblait parce que c'est 1925, c'est ça? Ouais, elle a 19 ans. Ah oui, elle a 19 ans, en fait, le truc de la ceinture de banane, elle arrive, elle a 19 ans. Enfin, tu vois, elle fait son... Et puis, c'est quelqu'un qui vient des États-Unis violents, qui voyait... les émeutes raciales. Les maisons brûlées, quoi, en fait. Et les gens traversaient le pont CCL, non? Oui, c'est ça, exactement ça. De 1919 à Chicago, gros mouvement, violence raciale et famille noire persécutée, en fait. Et donc, elle raconte qu'elle voyait à travers de l'autre côté de la rivière les gens qui traversaient le pont avec les vêtements qu'ils avaient juste sur eux, et c'est tout, quoi. En fait, je crois que la tension autour de Joséphine Baker, ça a été au moment de la panthéonisation. Oui, c'est ce qu'ils disent, là, c'est l'angoisse de plein de figures panthéonisées. Voilà. Et donc, on dit, en gros... Enfin, on dit. Le débat, la tension, c'est... comment dire, elle est panthéonisée, c'est politique, et c'est parce que la France a le bon rôle et que c'est très facile de dire on a été gentil avec Joséphine Baker, parce que nous, en France, on n'est pas méchants, on n'est pas racistes, on n'est pas comme les Américains. Alors que la France a sa propre histoire de négrophobie, il n'y a pas de problème. Et en fait, de dire que c'est facile, c'est politique de panthéoniser, toutes les panthéonisations sont politiques. C'est ce que je rappelle aux gens, c'est que le Panthéon, c'est un monument dans la capitale, au sommet d'une colline, avec le président qui dit on fait rentrer un tel ou une telle parce qu'on est fantastique. Donc ça l'est pour Joséphine Baker, ça l'est pour Badinter, ça l'est pour Simone Veil. MOI, on l'avait vu. Oui, bien sûr. Il y a une volonté de récupérer ces figures-là. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas de raison que ça le soit plus ou moins pour Joséphine Baker. Par contre, la question, là où ça vient, c'est que les gens disent la première femme noire qui entre au Panthéon, elle est américaine. Ah, c'est vrai. Bon, donc, elle a été naturalisée, mais c'est aussi un peu le truc de la place spéciale des Afro-Américains en France. C'est les Noirs respectables pour les Français, c'est ça? C'est un peu plus classe. Moi, mon take... J'avais dit ça l'année dernière sur Croissant Take, c'est la version française, c'est quoi ton take? Et j'avais été invité pour dire les Noirs préfèrent les Blancs. Non, pardon. J'étais invité pour dire les Blancs préfèrent les Noirs des autres. Oui. Et donc, mais comment ça? C'est que, en fait, on dit ici que Joséphine Baker a été accueillie parce qu'on n'est pas raciste en France. Et moi, je réponds non, c'est parce qu'on préfère les Noirs des autres. Et donc, on a des exemples d'immigrés caribéens et africains aux États-Unis qui ont de très belles réussites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis, c'est que les Blancs préfèrent les Noirs des autres. Il y a Catharsis qui dit oui, la France adore se dédouaner en mettant en avant des figures noires américaines. Le parc Luther King dans le 17e, par exemple. Mais en plus, ça me fait penser aussi à la polémique qu'il y a eu avec Rokhaya Diallo, qui avait été sur Charlie Hebdo, en tant que figure de Joséphine Baker. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la réaction de Rokhaya Diallo, c'est qu'elle a même, elle a critiqué aussi le fait que pourquoi vous résumez Joséphine Baker à ça. Et elle rappelle son âge. Elle dit moi j'ai une quarantaine d'années, pourquoi vous me représentez à Joséphine Baker à 20 ans? Et comment alors tu choisis toi les figures? Est-ce qu'il y a un truc qui te... J'accepte mes biais et ma subjectivité. Je suis guide, donc j'amène... j'essaye de raconter des choses établies, etc. Et puis il y a des moments où je dis ça c'est mon opinion, etc. Donc ça m'arrive de dire... en fait, j'ai rencontré tel personnage parce que telle personne m'a parlé de cet homme ou de cette femme et j'en avais jamais entendu parler. Et donc, on se retrouve là, à cet endroit-là, il y a un lien. Et donc, je me mets pas la pression sur ce point-là. Évidemment, si par exemple, je fais une visite où il y a 0 femme, juste en disant c'est ma subjectivité. Oui, parce que tu fais attention à ça, qu'il y a des figures aussi féminines. Bien sûr. Alors, on n'est pas à parité, tu vois, pour des raisons, plein de raisons différentes, mais c'est sûr que je décide que ce personnage m'intéresse plus que cet autre personnage et je peux pas être exhaustif et je fais des choix. Et d'ailleurs, il y a des personnages dont parfois je parle plus. Par exemple, quand je fais la visite en français, la visite Rive Gauche, que je fais la visite au grand public, je leur dis, je parle plus d'Alexandre Dumas. D'accord, pourquoi Mais il y a trop de reportages internet et remplis de moi qui disent les gens ne savaient pas qu'Alexandre Dumas était un quart noir, donc je vais vous parler.
Je vais vous parler de quelqu'un dont on parle beaucoup moins et dont on devrait parler beaucoup plus, c'est Félix Éboué. D'accord. Et donc, il est là, il est au Panthéon, c'est le premier noir, voilà pourquoi. Il fait aussi partie des figures qui peuvent être controversées pour certains. Évidemment. Tu vois, Félix Éboué, il a été gouverneur du Tchad. Ouais. Moi, je suis franco-tchadienne. Et c'était donc un officier français d'origine guyanaise. Et qui a fait une grande partie de sa carrière, enfin tu le sais mieux que moi en fait, c'est ton livre, qui a fait une grande partie de sa carrière dans la coloniale. Dans plein de pays. Et il est très connu parce que au moment où De Gaulle lance son appel en 18 juin 1940, c'est le premier à rallier De Gaulle et en fait la France libre sera établie en Afrique équatoriale française, en AEF. Et la capitale sera Brazzaville, quoi. Mais bon, à côté de ça, c'est aussi quelqu'un qui faisait régner et respecter l'ordre colonial. C'était un fonctionnaire de l'administration, bien sûr. Formé au sein de l'école des cadres de l'administration coloniale française à Paris, quoi. Vas-y, excuse-moi. Non, mais je me demandais, Louis, toi aussi, comment tu fais avec ces figures un peu controversées? Pour toi, ça fait partie aussi de l'héritage qu'il faut resituer dans le contexte et avoir un retour aussi critique sur ça? De comprendre dans quel cadre ils s'inscrivent Oui, bien sûr. En fait, c'est un personnage noir, oui, d'accord. Mais en fait, c'est un officier colonial, tu vois. C'est un officier colonial qui a été le garant de l'ordre colonial sur le territoire tchadien. Ouais. Enfin, rien de plus, en réalité. C'est quelqu'un de cette histoire-là. Il y a aussi une ambiguïté, parce que, évidemment, que la question noire, ça généralise et ça invisibilise des tensions et des nuances précises. C'est que cette génération de Noirs qui vont occuper des hautes places dans l'administration coloniale, c'est plutôt des Antillais et des Guyanais qu'on va envoyer justement dans les nouvelles colonies d'Afrique ou d'Asie, avec un peu aussi un truc de hiérarchie, eux ils sont colonisés depuis plus longtemps, donc ils vont servir d'exemple, etc. Et donc beaucoup d'entre eux croient à ce truc... à cette vision française mais ils ont cru à cet universalisme, exactement, à cette intégration, on peut devenir des Français comme les autres. Et puis aussi, on fait des carrières. Et puis aussi, il y a des carrières, il y a dans l'administration coloniale, etc. Mais effectivement, il y a tout un tas de mots qui reviennent aujourd'hui beaucoup. Moi, un mot qui m'obsède pas mal, c'est le mot assimilation. Parce que la semaine dernière, c'était les 80 ans de la départementalisation. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, tout ça, qui deviennent des départements qui sont plus des colonies. 1946. Ouais. Très important parce qu'en même temps, on n'a pas la même. On n'a pas la même application. Ouais. Tu vois, pour vous. Pour vous autres. Non, mais c'est pour les territoires, les départements d'outre-mer, qui deviennent du coup des départements, les Antilles, la Réunion, voilà. Vous obtenez une départementalisation quand, dans le même temps, sur les territoires coloniaux d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique... C'est la fin des travaux forcés. Et c'est l'abolition du code de l'indigénat. Oui. Avec l'abolition de la prestation, du travail forcé, en fait, la prestation, qui s'appelle comme ça à cette époque-là. Mais tout plein de choses, en fait. La conscription, dans ton livre, tu parles aussi des tirailleurs sénégalais, mais qui en fait étaient conscrits. Enfin, ça faisait partie des différents impôts auxquels étaient soumis les populations colonisées, comme la taxe de capitation, notamment. Enfin, bref, à chaque fois que je peux en parler, j'en parle. N'hésitez pas, si vous voulez un petit... mais bref, je t'ai coupé dans ça, simplement pour dire, tu disais 46, la départementalisation, parce qu'on n'a pas la même... En fait, on n'est pas traité, on n'a pas été... les colonies n'ont pas été traitées de la même manière, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, là, c'est donc les 80 ans de la départementalisation, et c'est tout le débat autour de l'assimilation. Et aujourd'hui, moi, je parle de ce que je connais entre Antillais, le mot assimilé est une insulte. Ah, toi, t'es vraiment un ou une assimilée, c'est pas un compliment. Alors qu'il y a un siècle, c'était plutôt une revendication qui venait des Antilles et que ça voulait pas dire devenir blanc, ça voulait dire avoir les mêmes droits sociaux, civiques, etc. que les métropolitains. Et donc, c'est quelque chose qui est arrivé... Est-ce que ça s'est jamais vraiment produit, je sais pas. Mais c'est tout un tas d'idées comme ça qui font leur chemin. Et les gens qui les ont portées, tu parlais de comment on fait avec des personnages aujourd'hui... tu parlais de Joséphine Baker ou d'autres personnages, tu vois, de cette époque. Gaston Monerville, qui est aussi dans le livre. Exactement.
Et donc, il y a quelqu'un juste avant qui parlait du morceau de Booba, Félix Eboué, qui est un excellent morceau. Bref. Mais je divague. Non, je digresse. Je voulais dire en gros que parfois, il y a des personnages dans les années 20 ou 30, des personnages noirs qui vont faire l'apologie de l'assimilation. On va les lire un siècle plus tard et dire « Ah mon Dieu, c'est horrible, etc. » C'est juste qu'il y a 100 ans, le mot ne voulait pas exactement dire la même chose. C'était pas le même contexte. C'est pas le même contexte. C'était pas les mêmes enjeux. Ouais, c'était pas les mêmes enjeux. Et puis même le mot, c'est pas le même camp politique qui réclamait les mots. Aujourd'hui, je sais plus, lorsqu'on voyait les gens célébrer la victoire de Bagayoko à Saint-Denis, j'ai envie de dire, c'est la faillite de l'assimilation. T'es là, mais de quoi? Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça où... Mais il y a quelqu'un qui demandait, c'est un peu sur cette question-là. Alors déjà, il y a Tona qui parle aussi de Félix Houphouët-Boigny, qui est médecin, mais aussi moi, planteur, qui ont vraiment joué le jeu de la France-Afrique, qui ont vraiment sur leurs intérêts personnels. Bien sûr. Pour moi, c'est moins ambivalent que certaines personnes. Je suis d'accord avec toi. Il y avait vraiment cette sincérité de l'émancipation et l'universalisme. Où, par exemple, Monerville, ça m'a l'air d'être un cas aussi qui croyait au mythe républicain, quoi. Après, c'était aussi ces trucs de bourgeois. Mais il y croyait un peu plus. Il y croyait certainement parce que ça a marché pour lui. Oui, voilà. Aussi. Oui. Moi, j'ai réussi. Vous pouvez y arriver vous aussi. Donc, et donc, c'est un discours qui a mal vieilli, je pense, de dire regardez-moi. Mais à l'époque, il y avait aussi un truc où... De la réussite aussi. De la réussite. Et puis aussi, t'es encouragé à dire ce truc-là. Et moi, je reste convaincu qu'on est aussi... Enfin, c'est aussi... La France, c'est un pays qui aime bien... avoir des gens, des minorités, des gens pas blancs qui disent « je dois tout à la France ». Et c'est pas nouveau, quoi. Donc à cette époque-là, 19e ou 20e siècle, ça marche aussi très fort de dire... et aussi, je n'oublie pas de remercier la République et Victor Schellcher. Qui m'a permis de... D'ailleurs, il y a Césaire qui répond à ça dans le livre, t'en parles de cette anecdote. Il y a quelqu'un qui lui dit « c'est grâce à la République que vous savez lire », et lui, il le remet un peu en place, grâce à la lutte des Martiniquais. Ouais, bien sûr. Il y a quelqu'un qui demande, il faisait face à la même question d'intégrer le capitalisme, sauf que c'était... Ah oui, tu voulais dire quelque chose avant ? Ouais, peut-être pour rebondir justement sur c'est grâce à nous que vous savez lire. En fait, ça, c'est un des grands mythes sur la colonisation. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé aux Antilles. Française, mais en l'occurrence sur le continent africain, la scolarisation. Ouais, en fait, la démocratisation de l'éducation, c'est quelque chose qui s'est fait après les indépendances. En fait, la démocratisation du français, en fait, c'était Pierre Sangarabelou qui parlait de ça justement au Quai Branly l'autre jour. Mais ça a vraiment été le fait des élites qui ont accédé au pouvoir au moment des indépendances. Mais le Congo, je crois que le nombre de diplômés du supérieur du Congo, qui comptait déjà plusieurs dizaines de millions d'habitants, c'est un truc comme peut-être 60 personnes, mais aucun juriste, aucun médecin, aucun ingénieur, aucun agronome, enfin vraiment catastrophe, quoi. Donc c'est aussi un... moi, je trouve que c'est vraiment toute cette histoire coloniale qui est très méconnue en réalité et qui... Et je pensais à ça en introduction quand tu demandais à Kevin... comment apparaissait, ou quand tu parlais aussi du fait que les gens étaient étonnés d'avoir toutes ces présences noires. Mais la question, c'est plutôt comment se fait-il que ça nous étonne, en fait, quand, en fait, la France a été un empire colonial pendant plus d'un siècle. Et l'est encore, en quelque sorte, bien sûr. Et tu vois, je veux dire que notre quotidien est façonné par tout ce les matières premières, le travail maintenant qui a été externalisé à l'autre bout de la planète, mais dans les anciennes colonies. Le fait qu'il y a encore le franc CFA, l'armée, des bases militaires et des opérations extérieures, c'est quelque chose. Mais mais c'est plutôt le fait que ça nous étonne, c'est ça qui t'étonne de plus, qui en réalité est déroutant. Je pense qu'il y a aussi des enjeux de se remettre à l'époque où on parle déjà, il y a 10 ans, 15 ans, etc., où l'image, à part à travers le sport, le foot, c'est un truc un peu à part, mais sinon, les gens qui s'intéressent à cette époque-là à la télé à travers ces médias, dans les années 2000, même 2010, voient des trucs très, 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 très blancs. Et donc, il y a une différence vraiment brutale entre une scène qui se passe à Paris à la télévision et une scène qui se passe à Paris, dans la vraie vie, juste dans la présence de gens non blancs.
rien que ce truc-là. Donc c'est aussi un peu... si les gens pensent à Amélie Poulain quand ils viennent à Paris, effectivement, ils arrivent à la Gare du Nord, c'est autre chose, quoi. Ouais. Et Not Sorry, tu vois. Mais là, on parlait des figures controversées, mais tu permets aussi de découvrir d'autres figures qui sont un peu moins connues. Et je pense qu'il y a aussi Lamine Sangor. Ouais. Pourquoi c'est important d'insister Ouais, Lamine Sangor, c'est un des personnages les plus... très peu, et en fait, super intéressant. À ne pas confondre avec... Avec Léopold Sédar Senghor, a priori, à part être sénégalais et avoir le même nom de famille, ils se connaissent pas. Bon, Tona valide, donc c'est bon, tu peux continuer. Et en fait, je tombe dessus parce que je m'intéresse à des figures qui sont pas, on va dire, un peu moins bourgeois que les autres. Ça veut pas dire que tous ceux qui ont percé, qui ont fait la négritude, êtes tous des gros bourgeois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils le sont devenus. Ils sont devenus très respectables, députés, c'est très maires, académique aussi, exactement, très universitaire. Quartier latin, etc. Et en fait, en cherchant, on me posait souvent les questions de « Ah, mais comment ça s'est passé pour les tirailleurs ?» Parce que je parlais pas mal des soldats noirs américains de la Première Guerre mondiale qui ont été, entre guillemets, bien accueillis en France. Mais c'est vrai que la question des tirailleurs de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que t'en fais ? Et Lamine Sangor... Ouais, 200 000 tirailleurs. Ouais, 200 000 tirailleurs des colonies. Et donc, Lamine Sangor, lui, il va donc se battre pour la France, être blessé au gaz moutarde. Et ensuite, il va, dans les années 20, créer son parti politique. Et ça, en fait, ça raconte la présence d'un petit prolétariat colonial africain dans les grandes villes et dans les grands ports français. Et donc, il veut les recruter, il veut les former, etc. Bon, après, il meurt assez rapidement d'une pneumonie. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il est basé dans le 18e arrondissement. Dans le quartier, enfin à côté du quartier de la Goutte d'Or, alors que pour moi cette présence elle date des années 70-80 en ce qui concerne Afrique de l'Ouest, et en fait il y a des exemples comme ça qui montrent que c'est même dans les années 20. Et puis puisque je te disais, le mec il travaille à la Poste. Ouais. Il travaille à la Poste, il a été alors apparemment il aurait été indique. Ah oui, d'accord. Indique après la guerre. Après, il se syndique pour de vrai, il va au Parti communiste, il quitte le Parti communiste et il fait son parti. Et ça se fait en 4-5 ans, quoi. Donc le mec a une vie de film. Ouais, le mec a une vie de film. Il n'est pas une des figures du documentaire sur les décolonisations. Oui, de Karim Misquet, de Pierre Singaravelou. Oui, il est dedans, effectivement. Ouais, il est dedans, effectivement. J'ai vu. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins connu. Ouais. Et donc il laisse quelques écrits, violation d'un pays, des choses comme ça, des discours, et il a pas mal, il a fait beaucoup de choses en peu de temps. Et donc c'est cool. C'est pas un grand avocat, c'est pas un philosophe ou un élu, mais oui, c'est plus dans le militantisme. Militantisme. Et puis en plus, ça met un peu en parallèle par rapport à ses vies de soldats noirs américains. On a quelques trucs intéressants, quelques histoires. Donc voilà, c'était cool. Mais il y avait quelqu'un qui disait aussi juste avant qu'il y avait un manque d'éducation sur l'histoire de l'esclavage, mais même du poids de l'Afrique dans l'histoire française. Moi, il y a aussi la question que j'aime beaucoup poser quand j'ai des militants comme vous, c'est aussi est-ce que par rapport moi, ce qui m'intéresse, c'est le milieu militant antiraciste et décolonial. Vous trouvez qu'il y a aussi des manques chez nous sur les informations, sur les figures mobilisées autour de ces histoires-là? Et moi, voilà, c'est là où je me suis aussi posé la question, c'est avec j'ai oublié le nom, le massacre de Tiaroy. De Tiaroy. Merci, je vais jamais... Les noms et moi, c'est horrible. Le massacre de Tiaroy, que j'ai découvert l'année dernière, alors que c'est aussi une folie, alors qu'on parle beaucoup plus, par exemple, des massacres qu'il y a eu en Algérie. On pourrait aussi parler de ce qui s'est passé à Madagascar, qui est aussi un peu mis en avant. Est-ce que pour vous, il y a aussi des lacunes à ce niveau-là? J'ai envie de dire oui, mais il y a aussi, je pense, c'est pas du tout une critique ou une attaque, mais je pense que comme t'as tes angles morts, tu sais pas ce que les autres font. Donc tu dis, on parle pas assez de la question noire chez nous, parce que par exemple PDH, vous êtes plutôt Afrique du Nord. On est surtout des Arabes. J'essaie de dire bien les choses. Oui, je sais pas s'il faut dire arabe. Est-ce qu'on peut dire arabe sur Internet? On peut le dire ici. Non, mais c'est vrai qu'on a un biais, c'est qu'on est en grande majorité des Arabes. Mais il y a aussi des Noirs qui font des trucs. Et peut-être qu'il faut qu'on communique. Je sais pas. Oui, effectivement, je pense que la question de la négrophobie, la question de l'esclavage, c'est aussi des questions de notre époque, et donc ce serait bizarre de rien y connaître. Donc je pense que oui, il y a des manques et que ça peut pas faire de mal
d'avoir quelques bases sur ce sujet-là. Mais moi, je te dis ça, il y a plein de personnages de la lutte de libération de l'Algérie, du Maroc, etc., que je connais pas, que je découvre. Donc, tranquille. Est-ce qu'on a des lacunes ? C'est ça la question ? Ouais. Aucune lacune. Non, si, bien sûr. Moi, je trouve aussi que c'est hyper enrichissant, justement, de pluraliser toujours et d'enrichir son... je pense le cadre et d'avoir un panorama beaucoup plus vaste, mais aussi de ce qui se passe, je sais pas, de ce qui s'est passé en Asie à la même époque. En fait, vraiment d'élargir la focale. Je trouve que ça rend les choses passionnantes, ça rend notre histoire, nos histoires, en fait, ça les réinscrit dans une trame beaucoup plus longue, beaucoup plus grande. Parfois aussi, ça nous fait bouger, tu vois, ça nous oblige à voir les choses différemment et à peut-être, quand on dézoome peut-être sur l'histoire, peut-être cette parenthèse coloniale, etc., en fait, on s'aperçoit que c'est une forme de mondialisation parmi d'autres. Et parfois, c'est même salutaire et c'est... Moi, j'aime beaucoup l'idée d'enrichir mon panorama, mon panthéon personnel. Non, mais tu vois, justement, alors je vais encore reparler de Pierre Singaravelou, mais moi, ça m'a frappé en rentrant un peu dans ses travaux de m'apercevoir que je connaissais rien à l'Asie en réalité, tu vois. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, pas possible, quoi. Pas possible. Alors que... Mais on a des histoires qui sont... intéressantes à mettre en parallèle. En fait, les histoires se déroulent au même moment, tu vois. Et c'est hyper intéressant de voir, de comprendre notre monde et de voir à quelle histoire est-ce qu'on participe, tu vois, à quel endroit, à quel moment. Et parce qu'il y a plein d'empires, en fait. Il y a plein d'empires qui se font concurrence. Enfin, c'est fou de se dire qu'au début du 18e ou 19e siècle, c'est l'Asie qui domine le monde, en fait. Mais nous, on est là, genre... Non, mais c'est vrai, tu vois, on se noie un peu dans des petits verres d'eau, parfois, alors que le monde est vaste. Et c'est... moi, je trouve ça passionnant, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que l'histoire de la colonisation française en Asie, c'est aussi un sujet qu'on discute assez peu, alors que... Et pas que l'histoire de la colonisation française, tu vois. Oui, c'est aussi, l'histoire de l'Asie. L'histoire de l'Asie, en fait. Oui, mais moi, j'ai toujours le truc, en tant que militant, anti-impérialiste, et j'ai d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait comme dinguerie la France, tu vois. Mais tu vois, juste... Mais oui, après, plus en général sur le... Mais tu vois, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de dézoomer et de pas rester... de ne pas donner plus d'importance qu'il n'en faudrait, ou de ne pas construire le personnage central du récit, de ne pas garder un peu l'empire colonial en tant que personnage principal. De le voir qu'à travers ce prisme-là, je suis désolé, je vais encore rapprocher. Ah, pardon. On m'entend pas ? Ça lui pense juste un peu moins fort. Okay. C'est bon, là, ça devrait aller, là. Je vais crier comme Wissam. Ah, mais c'est une horreur. Mais oui, pour toi, c'est pas seulement voir à travers le prisme de la colonisation, mais l'histoire pour elle-même. De ces pays, Ouais, en fait, je sais pas si c'est l'histoire pour elle-même, mais c'est... Je trouve que ça fait du bien de se réinscrire dans une histoire plus vaste encore. Et aussi pour imaginer des dehors, la fin de ces parenthèses-là. Là, on rentre dans l'ère néofasciste et tout. Enfin, c'est important, à mon sens, de ne pas rester enfermé là-dedans. Parce que on a besoin d'air, en fait. Oui. Enfin, tout simplement, tu vois. Oui, t'as raison. On résume trop l'Afrique au post-colonial, selon moi. Peut-être une autre Marie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque ? On résume trop l'Afrique au post-colonial, selon moi. Je pense que ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire que l'histoire n'est pas hyper intéressante quand on met la colonisation au centre du récit. D'accord. Et que la manière dont on la raconte, les personnages centraux, écrase énormément d'autres pans. Alors que il se passe beaucoup d'autres choses. Et il s'est passé aussi beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, la colonisation, je sais pas, moi, je pense au Tchad, ça a duré honnêtement 50 ans, quoi. Le Tchad a été conquis en 1910. C'est assez tardif. Indépendant en 1960. En fait, si on ne parle que de l'histoire coloniale du Tchad, on parle de 50 ans, tu vois, de 50 ans sur un territoire qui compte aujourd'hui toujours plus de 200 langues, qui contient des centaines de peuples, on a des cultures riches, on a des... Enfin, je sais pas, moi ça me dérange en fait qu'on
concentré uniquement sur éventuellement ce que, l'armée française a fait au Tchad et continue un peu à faire, mais c'est pas la France le personnage principal au Tchad, quoi. Ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser, il y a une vidéo qui buzz d'un responsable chinois qui passe sur un média américain et ça parle de business. Et en gros, le mec, il dit, nous, on pourrait très bien ne plus faire de business avec les États-Unis. Et donc, le journaliste américain lui dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est quand même les États-Unis, quoi. C'est la plus grosse économie du monde. Il dit, notre pays a 2500 ans. Les États-Unis en ont 250. La majeure partie de notre histoire, il n'y avait pas les États-Unis et la Chine, ça allait. Et donc, c'est vrai pour une partie du monde, mais pour les sociétés qui naissent de ce crime fondamental qui est la colonisation. Tu vois, la présence française aux Antilles, elle a bientôt 400 ans. Et c'est des sociétés dont il reste très, très, très peu de choses connues. C'est du génocide, quoi. C'est vraiment de la table rase, population arrivée de l'autre côté de l'océan. On n'a pas forcément le luxe de dire non, mais arrêtez de parler de colonialisme aux Antilles. Alors qu'en fait, c'est encore un des moteurs, tu vois, et même les îles d'à côté qui sont bien plus grosses que les petites Antilles françaises. Ben, la question du rapport aux pays du Nord, de tous ces trucs-là, ça reste quelque chose d'assez indépassable, quoi. Mais ça, je l'entends totalement et je trouve ça intéressant comme point de vue. Et ça donne du sens aussi en fait, il y a un ancrage, tu vois. Le décolonial a un ancrage et ça fait sens de parler à partir de d'un certain moment historique et de tout construire à partir de ces fractures-là, quoi. Je suis totalement d'accord. Au Tchad, où on a découvert Toumaï. Toumaï. Tu sais, le plus vieux crâne. Oui, d'accord. Le plus vieil hominidé. D'accord, oui. Qui a, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que je vais dire une bêtise, genre 7 millions d'années. C'est possible, non, c'est une énorme connerie. Ça paraît beaucoup, 7 millions. Ouais, franchement, je connais rien. Je veux pas de... Ok. On a un chat. Dans le chat pourra nous dire à peu près ils ont Internet. Ouais, mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire, en fait, pour le Tchad, clairement, ça fait pas sens de parler que de la colonisation. Évidemment. D'autant plus que, tu vois, on n'est même pas un pays côtier avec... tu vois, énormément d'échanges avec... Pas du tout. Ouais. Franchement, apparemment, c'était bien 7 millions d'années, hein. Allez 7 millions d'années avant Mélenchon. C'est ça, 7 millions, bravo. Allez Bravo beaucoup, bravo Marie-Mienta, vraiment, t'as une bonne mémoire. Ouais, je pense, j'ai au moins ça. 7 millions d'années d'ancêtres communs entre l'homme et le chimpanzé. Ok. Ben, au-delà de ça, j'ai vu aussi dans le livre, tu voulais pas centrer seulement sur les figures politiques et même dans tes balades, il y a aussi les figures culturelles. Pour vous, c'est aussi important de se centrer aussi sur l'aspect culturel, de pas seulement... c'est vrai que nous, dans le militantisme, parfois, on a un peu le truc de juste la théorie... le député de machin, le sénateur de... Pour vous, il faut aussi montrer la richesse culturelle, ça peut être la musique, les romans, c'était un aspect important pour toi? Ouais, c'est un aspect important déjà parce que c'est quelque chose qui m'anime et j'essaye, c'est une intention. En fait, juste avant, avec Marie, en même temps, on parlait du Chip, le podcast Le Chip, donc c'était un truc de pop culture et donc c'était un peu prendre des choses qui peuvent être considérées comme des choses légères et leur accorder aussi du sérieux, de la légitimité, etc. Et donc, ça peut être plus intéressant de parler... d'une écrivaine que de parler d'un député ou d'un sénateur ou d'un militant. Donc oui, de l'amour pour la culture. Et, sachant que dans plus les figures que tu mobilises, il y a toujours aussi un aspect politique. Évidemment. Il y a Marie Scondé, c'est ça, tout ça. Donc ça fait partie des... et ça me fait penser un peu à ce que fait... mais il me semble que tu le cites aussi dans le livre de Hajer Ben Boubaker. Oui, bien sûr, sur Barbès Blues. Peut-être intéressant. Barbès Blues, Paris arabe, Paris Maghreb. Il y a un truc à faire. Alors, tu veux dire en balade à pied ? Ouais. Je vous donne une idée. je le pense depuis des années, mais je connais pas. Et justement, c'est pas ma communauté. Mais je me pose tellement la question il y a un univers parallèle où il y a un mec ou une meuf qui est à Paris, parce qu'il y a d'autres choses qui se font dans d'autres villes, etc. Mais à Paris, de raconter l'histoire ne serait-ce que de la présence algérienne, tu vois, à Paris, qui en fait est dans quasiment tous les quartiers, tous les arrondissements de Paris. Il y a des trucs à dire, une histoire incroyable, une présence super visible.
Je sais pas comment ce serait reçu commercialement. Ouais. Je sais pas si... Mais sans doute très bien, Kevin. Lance-toi. Mais alors, je vais Fais pas une parler collab. au nom Fais une collab avec Hajar Ben Boubacar. Ah oui, non, mais après, je pense qu'elle a autre chose à faire dans la vie que... Mais elle a déjà écrit son bouquin qui est chambé. Je l'ai pas encore lu, mais il faut que je le lise. On l'a envoyé. C'est parmi plus aux éditions de Seuil, c'est ça? Je pense il y a que c'est au Seuil, seuil. c'est au Ouais, elle a fait des documentaires. Vous trouverez facilement, elle a plein de travail sur... elle a commencé autour de la musique pour élargir un peu plus. Elle a fait sur les travailleurs. Exact. Et pour juste prolonger ce que tu disais sur l'importance des figures aussi culturelles, ou d'ailleurs pas figures, tu vois, mais même de pratiques culturelles, de donner de la place et de valoriser ça, et de reconnaître les pratiques sociales, ou même, tu vois, la cuisine. Enfin, je veux dire, en fait, les cultures et les empreintes, les présences, elles prennent des formes différentes, et une fois de plus, je trouve que donner une importance démesurée au savoir académique, ou bien finalement aux hommes, en plus c'est quand même les hommes politiques quand même, tu vois, qui sont ceux qui ont accès à certains espaces et à certains privilèges, c'est d'une certaine manière, voilà, on reconduit, en fait, on remarginalise d'autres formes d'être, d'autres rapports au monde qui sont tout aussi légitimes et qui disent aussi beaucoup de ce que des cultures qu'on transporte en fait avec nous, quoi, tu vois, et qui nous constituent. C'est pas que c'est pas que écrire des bouquins, enseigner à l'université. Mais c'est pas que le savoir légitime. Ouais, tu vois, c'est aussi ça, Ouais. c'est aussi décoloniser les savoirs, mais en fait reconnaître d'autres formes de savoir et reconnaître des pratiques sociales comme des savoirs. En Avoir fait. le luxe de faire les deux. Avoir le luxe de faire D'être du côté, de pouvoir être dans l'académie, et puis aussi dans des savoirs moins nobles, validés, etc. C'est... Est-ce qu'il y a des figures actuelles que tu aimerais mettre dans... Est-ce que tu penses qu'il y a des, je sais pas, des artistes ou des... Tu penses que Tu vois, ça t'intéresserait de le mettre dedans ou tu veux rester sur les figures du passé? Moi, c'est beaucoup plus confortable de parler des morts que des vivants. En vrai de vrai. Ouais. Et je vais te donner un exemple, et tu vas comprendre ce que je veux dire. Christiane Taubira. Oui. Donc, Christiane Taubira, bon, n'est plus en politique aujourd'hui, elle est candidate à rien du tout. Et effectivement, sur la question de la mémoire de l'esclavage, on lui doit beaucoup de choses, en fait. Je dis pas que c'est elle toute seule, mais c'est elle qui a porté ce combat-là. Mais ensuite, c'est une personnalité politique de premier ordre pendant des années et des années. Et donc, Qui a été, à un moment donné, aussi indépendantiste, il me semble, au début de Alors, sa carrière. Elle commence... c'est une longue carrière politique. il me semble qu'au départ... Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, dans des trucs de politique franco-française, etc., tu peux en vouloir à Christiane Taubira pour X, Y ou Z, de la primaire, de ces choses-là et tout. Mais effectivement, quand tu refermeras le chapitre Christiane Taubira, évidemment qu'une visite du Paris Noir, il faut parler de... Déjà, j'en parle pas forcément d'elle-même, mais de la loi de 2001, dont on va bientôt fêter les 25 ans. Ah ouais, Évidemment. Donc oui, c'est plus facile de parler des morts que des oui, ça des fait moins vivants. polémique, ça fait moins... C'est évident. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi sur vu que Taubira, la loi sur l'esclavage et tout. Est-ce que vous avez vu sur l'ONU et le truc autour de l'esclavage? hier. Mercredi. Pour résumer très vite, il me semble qu'il y avait un vote. L'ONU a voté une résolution qui établit ou reconnaît que l'esclavage et la traite et l'esclavage racialisé des Africains a été le plus grand crime. Donc il y a un peu cette notion de genre le plus, le plus grand crime contre l'humanité que nous avons connu, genre nous au présent. Voilà. Ça a été adopté. Alors voté, donc adopté à 123 voix pour. Qui est pour, qui est contre, c'est génial. Alors contre, il y a eu trois pays incroyables. États-Unis, de Trump, Israël et Argentine. Et Argentine de Javier Milei. Et il y a eu plein d'abstentions du côté occidental, dont la France. La France, beaucoup les pays européens. Toutes les anciennes puissances coloniales. Et vous en pensez quoi de ça? Parce que eux, leur justification, c'est le mot grand qui les a gênés, avec l'idée de faire une hiérarchie des drames
Alors que les autres disent oui, mais grand en termes de longévité, pardon, et de nombre de morts, quoi. Pas. Vous avez un avis sur ça? Vous êtes un peu intéressé J'ai lu en diagonale. J'ai pas pris le temps. Et il y a aussi la question des réparations qu'ils ont essayé d'esquiver. De vraiment rentrer dedans. Je trouve que les 3 pays qui s'y opposent, c'est un sketch. C'est vraiment. C'est-à-dire que j'en parlais hier à ma chérie, j'ai réussi à lui faire deviner les 3 pays. Ouais. Il y a 3 pays qui ont dit non, c'est lesquels, tu vois. Mais en vrai, le truc de qui dit quoi du plus grave crime, etc., je sais pas si c'est la vérité, c'est de faire une opposition. Il y a quelques semaines, j'ai interviewé pour le podcast Yoann Chapoutot, donc l'expert historien français du nazisme, etc. On va en avoir marre de parler du nazisme. Eh ben justement, je lui ai demandé de faire... est-ce qu'il n'y a pas un continuum, en fait, entre le 19e siècle, le 20e siècle, dans les colonies, et puis la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Et en fait, on a parlé de Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui fait le lien. Qui fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que à quoi vous jouez, en fait. C'est juste que les techniques qui ont été appliquées, la déshumanisation appliquée en dehors de l'Europe, c'est retourné contre les Européens. Du choc en retour. Milieu du XXe siècle, le choc en retour, le boomerang impérial, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que ça me fait rire. En même temps, je fais Israël, Argentine, États-Unis, c'est quand même le trio de choc sur non, c'était pas ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de rentrer dans une espèce de compétition un peu stérile, alors qu'en fait, on peut faire les deux en même temps. Hein. Les pays européens peuvent faire des crimes contre l'humanité différents sans forcément. Ouais, bah, moi, je me dis que déjà, je pense que c'est intéressant que ce soit le président du Ghana qui... Alors, je crois que c'était une proposition de l'Union africaine. J'ai pas suivi exactement. Enfin, en tout cas, je crois qu'il est porte-parole ou président d'une commission de l'Union africaine qui a proposé cette résolution et tout. Donc, c'est chouette que ce soit des pays dont les populations ont été... déportés, quoi, tu vois, qui posent cet acte. Après, ça s'inscrit dans une très longue histoire de demande de réparation, de demande de justice, en fait, de crimes qui sont irréparables. Mais ce qui devient intéressant... Moi, j'aime bien citer, dans les années 90, déjà, il y a eu une première il y a eu un premier texte, je trouve, important, la proclamation d'Abuja, qui a été 1993, un groupe de personnalités éminentes, c'est comme ça qu'il s'appelle, sous l'égide d'une commission de l'Union africaine, en fait, a établi une demande, ça prend 2 pages, tu vois, demande de réparation des crimes de la colonisation et de l'esclavage. Demande de justice, mais demande aussi d'annulation des dettes, demande d'avoir d'un droit au retour des afro-descendants. En fait, un truc quand même assez consistant, assez ambitieux. Droit au retour, restitution des biens volés. Il me semble qu'il y avait aussi... Vous allez vider les musées, là, comme ça. Là. Le Quai Branly. C'est trop gênant. Enfin, c'est trop gênant, non, mais... Eh oui, les contradictions. On peut. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois, ça sort pendant chaque évidemment, conférence. Il y a un moment, petit sujet. By the way, puisqu'on est là. Oui, tant qu'à faire. Mais et c'est bien, tu vois, et tout le monde le fait, hein, tu vois, on se briefe pas et tout. Mais donc restitution des biens, siège, place et pouvoir de décision de l'Afrique dans les grandes institutions internationales clés telles que les Nations Unies et tout. Une fois de plus, ce genre de trucs sont complètement... ne rendent pas justice à tous les pays qui devraient y siéger. Oui, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être ce que ça peut ouvrir. Alors, cette résolution, elle est non contraignante. Donc, une fois de plus, voilà, tout comme la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité
pas une loi qui contraint à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la condition à laquelle cette loi a pu passer, c'est à la condition que le mot de réparation ne figure à aucun moment dans le texte. Tu parles de la loi Taubira. Parce que maintenant, pour les 25 ans, maintenant, Christiane Taubira, quand elle prend la parole, elle dit oui, les réparations, c'est l'étape suivante. Et oui, j'avais les réparations en tête. Je pense qu'il y a de ça. C'est tu prends les victoires que tu peux. Donc, mais c'est intéressant d'avoir, tu vois, ce regard-là, une lecture un peu comme ça progressive de marche de l'histoire qui avance étape par étape. Et ça peut ouvrir à des choses, en fait. Je pense que cette demande, en tout cas, c'est une invitation, une fois de plus, non contraignante, aux États à mettre en place des politiques de réparation. Donc, à voir comment les États vont s'en saisir. Oui, il y a Lamseto qui dit après, c'est un pas dans la porte pour les réparations, mais c'est effectivement, en fait, la critique de certains pays africains sur le refus de la France qui dit mais le refus de hiérarchiser. C'est dire oui, non, mais après, le vrai sujet, c'est aussi le début des discussions sur les réparations. C'est ça, ouais. Et c'est la grande question de notre époque, je pense. Ça va être la grande question. Enfin, gros sujet. Et alors, il y avait quelqu'un qui disait... oui, je voulais juste réagir à ça. Sans Chapoutot, on n'aurait jamais pu le savoir sur le lien entre... Disons plutôt que Chapoutot, ça a rendu audible pour beaucoup de Blancs ce que disait déjà le milieu décolonial et tout depuis des années, fait qu'il y a un lien entre la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et l'histoire coloniale. Il a fallu que Chapoutot, pour que les gens à la gauche blanche se disent « Ah oui, peut-être ». Ceci dit, j'ai pas reçu Chapoutot juste pour le dire « Monsieur Chapoutot, est-ce que c'est vrai ?» Je l'ai reçu parce qu'il a écrit il y a longtemps un bouquin sur les soldats noirs, on revient encore à la question des tirailleurs, face au Troisième Reich. Parce qu'il y a eu des massacres en 1940 et il y a un lieu en fait à côté de Lyon qui est dédié aux massacres, enfin aux tirailleurs qui ont été massacrés. Et le lieu a été vandalisé l'année dernière. D'accord, ok. Tout le monde s'en fout. On n'en a pas entendu parler pas du tout. C'est le Tata de Chasselet. Qui est un lieu de mémoire. Un espèce de mausolée. Exactement, en terre rouge, venu du Sénégal et tout. Enfin, le truc est magnifique. Et l'année dernière, il y a des gens qui ont vandalisé le truc et dans une forme d'indifférence. Il y a eu des reportages dans les médias locaux, mais c'est pas un truc, tu sais, qu'on parle de profanation, de trucs comme ça, de cimetière et tout. Folie, et là, c'est un truc qui avait été, en fait, là où l'histoire est assez folle, c'est que c'est les gens du coin qui ont été choqués de la violence des nazis, qui ont demandé l'autorisation à Vichy de faire un mausolée musulman sahélien dans la campagne à côté de Lyon. D'accord. Et c'est après donc on l'a fait pendant la guerre, et après la guerre, ça a été officialisé par, je crois, l'armée française. Donc c'est un lieu de mémoire officiel, il y a des familles, etc., qui y vont, et le truc a été vandalisé en 2025, et c'est pas... Ça n'a pas fait de... c'est une folie. J'en avais... Mais oui, même les gens, pour l'instant, qui pourtant sont assez au courant de ces choses-là, ne l'ont pas vu. Pour revenir aussi sur le livre, donc le Paris Noir, c'est la visite de Paris et tout. Non, mais... Et c'est aussi des balades, il reste des places pour la balade de demain. Il y a balade, il y a podcast, il y a un livre, bientôt il y aura le film. Porte-clés, les porte-clés, on va commencer les porte-clés. Parenthèse, par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la... L'expo ? De l'expo. Ouais. T'as conseillé, t'as aidé, mais c'est pas... Oui, moi je suis pas... je suis pas arrêtez de lui parler de commissaire, je suis pas commissaire. C'est pas les guides, en fait, qui font les grandes expos dans les grands musées parisiens. Moi, je suis dans la street, tu vois, je suis dans la réalité. Non, et en vrai, donc je leur ai fait des visites, j'ai fait le lancement du livre là-bas, tu vois, ça a été très, 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 très cool. Mais non, ce n'est pas moi. Je le mettrai mieux sur YouTube, je mettrai mieux l'image, mais sinon, c'est aux éditions Face Cachée. Oui, voilà. Il est disponible en librairie. Qui est actuellement en vente. Et donc, pour revenir sur ça, donc, comme dit, c'est sur l'espace public. Est-ce que pour vous, il y a aussi un enjeu de se réapproprier l'espace public ? On a vu qu'avant le Covid, c'était le gros enjeu sur les statues, sur les noms de rues et tout. Pour vous, est-ce que c'est un combat important dans Paris ? On voit qu'il y a de plus en plus de rues qui sont nommées Toussaint l'ouverture. Après, c'est peut-être parfois des petits trucs. Des impasses. Mais pour vous, est-ce que c'est beaucoup ? Et aussi l'enjeu des statues à enlever Parce que tu parles aussi, par exemple, de Colbert. Je me rappelle qu'il y avait Franco Lolia qui avait été poursuivi pour avoir aspergé de peinture. D'avoir mis le tag négrophobie d'État. Voilà. Donc, pour vous, c'est un enjeu ou... Ouais, pour moi, c'est un enjeu parce que c'est quelque chose qui a évolué aussi avec mon métier de guide. Et que, en fait, moi, ce que je dis, c'est que
je n'aimerais pas être la personne en charge de quel statut va rester, quel statut va partir dans une ville comme Paris, capitale d'un pays centralisé, très visité, etc. Donc, beaucoup de pression sur les petites épaules de la personne qui sera en charge de ça. En revanche, il y a une sorte de malentendu ou de mauvaise foi sur ce que c'est enlever ou ajouter une statue. C'est-à-dire que quand, dans les années 2020, il y a des jeunes militants des coloniaux qui disent « j'aime pas cette statue, il faut enlever cette statue », on a la malhonnêteté de leur répondre « ah, on peut pas enlever de statue, on n'a jamais enlevé de statue à Paris, désolé. Si on enlève une statue, on efface l'histoire. » On se fout de la gueule de qui, en fait Dis « j'adore la statue de ce mec que je connaissais pas il y a 2 minutes, mais que toi, tu l'aimes pas. J'adore. » Comment il s'appelle Colbert. Et on garde la statue. Génial. Il a aidé les esclaves, il a rendu ça plus humain. Quand même. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, t'as cette espèce de truc très intéressant de de dire, ben en fait, il n'y a pas besoin de faire un test de pureté pour avoir une statue. Tout le monde a fait... Pas de problème. Mais le fait de dire, on ne peut pas enlever les statues, enlever une statue, c'est enlever l'histoire. Bon, ben en fait... Paris, il y a tout le temps des noms de rues qui changent parce que le maire d'arrondissement a décidé que machin. Et puis, l'histoire de France, de Paris, c'est l'histoire de changement de régime, de révolution, de guerre civile et trucs. Donc, évidemment que des statues, on en a pété, quoi. Par contre, on les a pas fait pour des jeunes femmes noires avec des afros qui disent j'aime pas la statue de l'esclavagiste. Ou, tu vois. C'est ça un petit peu le fond du problème. Donc, on n'a pas une discussion sérieuse, honnête, lorsqu'on parle de statues tout le temps. Toi aussi, pour toi, c'est un enjeu de se réapproprier l'espace public Parce que je sais je pense qu'il y a plein de manières de se réapproprier l'espace public, mais après, je pense que c'est symboliquement, ça dit quelque chose en fait de ce qu'on a envie d'honorer, de considérer comme ce qui nous raconte, politiquement. Donc, je pense que c'est important, tu vois, ça devrait pas... Enfin, oui, c'est important et c'est bien. Et après... sur les statuts, peut-être toi tu connais ça mieux que moi, Kevin, mais on pense toujours que c'est l'État qui honore ces grands hommes, ces grandes figures, mais en réalité il y a aussi beaucoup de propagande comme ça qui est organisée par des comités. Des comités, mais tu vois, par exemple, je sais que... Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais par exemple, je sais que si les armateurs, tu vois, donc les compagnies qui ont assuré le commerce maritime, notamment le ministère des colonies, au départ c'était le ministère de la marine. De la marine, c'est les deux vont ensemble pendant très longtemps. Ouais, les deux vont ensemble, sont inséparables. Je crois que c'est à eux qu'on doit la grosse statue de Gallieni ou ce genre de choses. Ah, je savais pas. Est-ce que Gallieni, c'est celui qui est devant les Invalides, un truc comme ça ? Alors, moi, je pensais que tu allais parler de... Oui, Gallieni, c'est vers Invalides. Moi, je pensais plutôt à celle Je pensais au monument marchand en face du palais de la Porte Dorée. C'est celle... donc, il y a aussi un épisode d'Histoire crépue, donc dans nos statues coloniales. La traversée, la colonne marchande. Exactement. Et donc, la statue qui a été pétée dans les années 80. Par le gong. Par l'arc. Par l'arc. L'arc. Le gong, c'est le groupement organisé national guadeloupéen, un truc comme ça. Et l'arc, c'est... l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Donc c'est un autre arc. Enfin, c'est l'arc, quoi. Ça a bossé sur la visite. Hein. Je suis dessus, là, en fait. C'est la visite sur laquelle je suis en train de travailler. Et donc là, je crois que c'est un comité pour le monument marchand. C'est genre des fans de la colonisation qui est en train de se finir, qui veulent absolument lever de l'argent pour faire un monument en hommage à Marchand. Et en fait, personne n'en a rien à foutre. Et ça va prendre 20 ans pour financer leur truc. Et donc, 30 ou 40 ans après, tu as des indépendantistes anti-guyanais qui attaquent le truc. Alors, encore une fois, c'est super intéressant parce qu'il y a des gens qui vont s'en offusquer, mais dans les années 80-90, plus personne n'en a rien à foutre de Jean-Baptiste Marchand qui est arrivé au Tchad, à Fashoda. Enfin, c'est vraiment... Fashoda, je crois que c'est le Soudan. C'est le Soudan français. Non, attends. Non, c'est le Soudan. C'est le Soudan des Britanniques, pas le Mali. C'est Fashoda, c'est la jonction... Enfin bref, Mais du coup, parce qu'ils se retrouvent
Ah là là, l'incident de Fashoda. La crise de Fashoda, je sais plus si c'est au Tchad ou au Soudan. Bref, peu importe. Peut-être que le chat pourra nous aider pour ces infos. C'est pas au Tchad. Mais en tout cas, important de se rappeler que parfois c'est juste des industriels et des tu vois des gens, peut-être même la filière banane de Guadeloupe et de Martinique a voulu fait construire des monuments en hommage tu vois, a voulu faire construire ces statues et puis c'est pas forcément l'État. Non, c'est pas du tout l'État. C'est pas du mécénat privé, c'est ça ? Exactement. La statue de Thomas Jefferson, c'est ça. Complètement. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant de se dire que, mais attendez, qui se lève un matin pour se dire, et si on mettait un gros. la grosse tête de je sais pas qui. De Thomas Jefferson, des gens qui ont plus de réseau et d'argent que nous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais moins d'idées, en tout cas, des idées moins intéressantes. Mais il me semble qu'il y avait le FQP qui faisait des balades un peu décoloniales et qui renommait les rues et tout. Et en fait, aussi, moi, ce que je trouve un peu malhonnête dans... Saïd Bouamama. Oui, Saïd Bouamama, il faisait des balades décoloniales, il renommait les rues. Et un peu ce que tu... Alors moi, je les renomme pas. Oui, non, mais à partir de cette rue, de parler d'un événement sur cette rue qui s'est déroulé sur cette rue. Mais aussi, moi, ce que je trouve malhonnête sur le truc des statues, je veux dire, en fait, l'enjeu, c'est pas seulement que la statue disparaisse. C'est-à-dire, si les choses restent les mêmes, ça ne sert à rien. C'est justement pour alerter sur l'actualité d'une France qui a toujours du mal à regarder l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté là-dessus. Et comme tu dis, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire, mais qui sont attachés à cette statue-là. Et d'ailleurs, il faut regarder le documentaire, super. Merci d'avoir mis le lien dans le chat, nos statues coloniales d'histoire crépue, qui est extraordinaire en 3 parties. Allez, promo pour les copains. Même pas. Même pas, il est vachement bien. Je l'ai trouvé très très bien. Il est vachement bien. Et on voit en plus toute la complexité de la question parce que même les spécialistes que lui convoque ne sont pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Il y a une historienne dont j'ai oublié le nom qui n'a pas la même position évidemment que Françoise Vergès sur la question. Françoise Vergès, elle, son truc de se dire de toute façon il y a trop de statues. On a besoin d'arbres. On a besoin d'arbres. Arrêtez avec vos trucs là. C'est la vie islamique. Ouais. Il y a beaucoup trop de statues. C'est des idoles. De vénérer. Mais oui, il faut rappeler aussi qu'il y a des débats entre nous et aussi de voir l'enjeu de l'histoire, comment on fait de l'histoire. Et peut-être que pour certains, ça peut être aussi un moyen de mettre sous le tapis certaines choses et de rappeler que quand même, il y a eu ça dans l'histoire de la France. Il nous reste une quinzaine de minutes. Moi, j'ai juste une petite photo. Il y a une figure blanche qui est dans le livre. C'est qui ? J'ai été étonné. Louise Michel. Oui, Louise Michel. Bah ouais, parce que... La goutte. J'adore Louise Michel, donc j'ai été heureux de la voir. Pourquoi en fait, il y a 2-3 blancs comme ça, parsemés comme ça, tu vois, si jamais il y a des blancs, donc je parle pour vite fait d'André Breton, de Boris Vian et de Louise Michel. Ouais. Et moi, c'est Louise Michel. Et en fait, pourquoi Louise Michel ? Parce que Montmartre. Donc Louise Michel, il y a une vue en fait qui est intéressante lorsqu'on arrive au pied du Sacré-Cœur. On a le Sacré-Cœur, la basilique du Sacré-Cœur, construite vraiment pour dire la Révolution, la Commune, tous ces trucs-là, c'est fini. Et puis au pied, donc là où on peut prendre la photo, il y a un petit square qui s'appelle Louise Michel. Donc il y a une petite confusion. Mais il y a souvent ça à Paris, des trucs genre pro et anti quelque chose côte à côte, tu vois. Et en fait, comment Louise Michel elle entre dans cette histoire-là, c'est que après la Commune, elle est déportée et elle se retrouve en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et elle se prend pas seulement de sympathie, pas genre ils sont gentils les Kanaks, mais lorsqu'elle revient en France, elle va plaider la cause kanak et parler de la culture kanak. Et on est dans les années 1880. On est dans les années 1880. Sachant que j'avais un peu suivi cette histoire, il y a des communards qui se sont tournés contre les Kanaks. Ouais, c'est possible. Donc, ça. C'est pas seulement qui ont rejoint le camp français. Parce qu'on les a déportés. Donc ils sont allés du côté de l'autorité, de la hiérarchie. Louise Michel a été droite dans ses bottes et a poursuivi ce combat jusqu'au bout. J'ai encore 2 questions pour terminer. La dernière, c'est plus sur votre actualité. Est-ce que, là, on parlait des évolutions de ces 20 dernières années. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre expérience personnelle, parce qu'on commence à être un petit peu des adultes, un peu est-ce que vous trouvez qu'il y a, dans les nouvelles générations, il y a un intérêt montant pour les questions antiracistes, décoloniales, pour ces figures-là, et qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, donc beaucoup plus de production, ou c'est juste qu'avant, on avait moins accès, il y avait toujours le même intérêt ? J'ai l'impression aussi qu'il y a un tabou qui a été brisé sur le fait qu'on revendique ça et on a envie de se renseigner un peu plus. C'est complexe. J'ai envie de dire, dans l'ensemble, plutôt. C'est sûr que les jeunes générations sont, dans l'ensemble, plus intéressées, plus ouvertes à ces questions-là que leurs parents ou que leurs grands-parents. Désolé, je suis un vieux. Mais
parfois, je trouve, et c'est pas une règle générale, mais parfois les adultes je trouve que les adultes s'y prennent un peu mal avec les adolescents noirs, en leur prenant la main de force en disant va à la visite du Parrain Noir, écoute le monsieur, c'est ton histoire, ça te regarde. Et donc, toi, t'as les ados blasés qui sont là en mode flemme de ouf. Les parents m'ont traîné. C'est pas tant les parents, c'est plus des projets pédagogiques qu'on va prendre des jeunes d'outre-mer. Ah, ok. Qui en fait viennent à Paris, qui ont envie d'être comme tout le monde, d'aller à Paris et de faire du shopping et de prendre une journée pour aller à Disney, on leur fait on va vous parler d'esclavage. Et ils font mais putain, mais oui, je comprends. Pourquoi nous quoi, mais parler aux blancs d'esclavage, mais c'est bon. Il y a un peu ce truc où parfois on va prendre c'est les jeunes de banlieue, les jeunes de l'outre-mer, c'est ton histoire et tout. Je fais mais pourquoi les jeunes bourgeois blancs ça les concerne pas, eux, ils ont pas besoin d'entendre parler de déportation, de racisme et de trucs et tout. C'est notre histoire à nous tous. Et donc, parfois, on n'est pas toujours très, très fin avec ces gamins-là et on leur met un peu le truc de genre, écoute-toi. Et en fait, faut pas forcer, quoi. Il faut pas non plus trop dégoûter avec ce truc-là, avec des espèces de grosses assignations. Oui, pour en plus, c'est faire que vraiment les gros intellos, essayer aussi de varier le truc. Et il y a différents chemins, quoi. Et ce que j'aime avec mon travail, c'est justement que je suis optionnel. Si vous n'avez pas envie d'être là, personne vous oblige à être là. Donc, a priori, j'ai que des gens qui sont contents. Et donc, quand il y a un peu ce truc forcé de les enfants, aujourd'hui, vous allez écouter le monsieur, c'est important, vous êtes noirs. Tu sais que c'est un peu des traumas d'ado quand on te forçait d'aller faire des visites et qu'on te forçait à écouter et tout. Et que c'était le pire truc, quoi. Pas... Alors, je suis très fort dans mon métier, j'arrive à les retourner. Oui, très bien, attention. Mais il y a ce truc-là. Tu voulais dire, excuse-moi. Non, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est passionnant, les visites. Moi, j'aime beaucoup maintenant faire visiter des musées avec une visite guidée. Quand j'ai pas de visite, je suis là un peu fou. Je sais que je vais passer très, très vite et que voilà. Alors que quand tu as un bon guide, honnêtement, c'est super. Donc, il y a tout cet enjeu de réussir à attraper et à toucher son public et son audience et à l'amener. Et je trouve, d'une certaine façon, en le prenant par la main, mais en le prenant par la main de manière métaphorique, en lui montrant... en l'attrapant par, tu vois, là où il est concerné. En éveillant son intérêt. Ouais, tu vois, d'une manière intelligente, on va dire. Voilà. Et alors, je ne saurais pas trop dire s'il y a un intérêt sur ta question sur les nouvelles générations. Moi, je côtoie un peu les nouvelles générations parce que je suis enseignante, comme tu l'as dit. Mes étudiants, ils ont 18, 19 ans. Ouais. Première, deuxième année, universitaire. Il y a un intérêt. En fait, il y a un intérêt. En même temps, je trouve qu'il y a aussi, il y a aussi des gros gaps. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses historiquement. Moi, je suis toujours un peu étonnée de ce que mes étudiants, du coup, de ce que les jeunes de 18-20 ans, qui en plus sont plutôt dans des, on va dire, institutions privilégiées, genre à Sciences Po, ne connaissent pas. Je suis là, what ? Vous connaissez pas ça et tout ? Vous savez pas ça ? Personne connaît, par exemple, le Cheap Podcast, tu vois ? Oui. Tu vois ? Là, vous connaissez pas c'est vieux maintenant, ça va. C'est vieux, c'est vrai, mais ils connaissent pas, par exemple, Kif Taras. Ouais. Ok. Ouais. C'est en fait, notre génération. Hein. Oui, c'est ça. Non, après, c'est un truc de génération. Et du coup, la question, c'est c'est quoi l'offre disons, culturelle qui est accessible et qui se renouvelle, tu vois. En fait, comment est-ce que, je sais pas, sur TikTok aujourd'hui ou dans d'autres espaces, dans le jeu vidéo, j'en sais rien, est-ce que ces questions sont abordées, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, c'est un peu, je me dis qu'il faut aller... là où les gens sont, quoi. Et donc, tu fais ils connaissent Histoire Crépue ? Ouais, ils connaissent, mais pas tous, tu vois. Non, moi, je suis... En fait, parce que parfois, je montre des extraits, ou je fais écouter des choses, ou... puis là, j'enseigne, j'ai un atelier de podcast, donc je fais écouter des podcasts à mes étudiants, et eux-mêmes doivent en présenter en lien avec des questions africaines contemporaines. D'accord. Donc, on a écouté un épisode du Cheap. C'est lequel ? Oh là là, je sais plus. Je crois que c'était... écoute, en plus, c'est un extrait... Mais je saurais plus. C'est pas grave. Ouais, sorry, ça va vite. Bon. Ouais, donc ils connaissent, mais pas tout le monde et tout. Et tu t'aperçois que, je trouve qu'on a accès à tellement d'infos aujourd'hui que finalement, tu as aussi ton canal et tu peux c'est aussi très fragmenté. Et tu peux te retrouver dans des zones blanches, tu vois. Ouais. Littéralement. C'est aussi ce qu'a permis Internet, c'est que tu as beaucoup plus de ressources. Moi, où je suis un peu plus... empathique avec notre génération, ou même ceux d'avant dans les années 2000 et tout, même avant Internet, pour te renseigner sur l'antiracisme, sur le décolonial et tout,
Fallait y aller. Fallait être dans une grande ville, fallait... ou des mais par exemple, si tu n'avais que la télé et les grands médias, tu n'avais accès à rien, quoi. Tu pouvais pas... Donc là, il y a quand même la chance d'avoir Internet. Et pour terminer, on va parler de vos futurs projets. Oui. Donc toi, tu as Paris Noir et tu m'as dit maintenant que c'est France Noir. Monde Noir. Le Monde Noir. Le Monde Noir. Non, donc tu avais déjà 3 balades. J'avais déjà 3 balades. La rive gauche, donc le côté intellectuel, rive droite, le côté plus populaire, et la scène noire avec la question des statuts, de l'esclavage, etc. Et maintenant, je travaille sur une quatrième balade. Je peux pas encore donner de date parce qu'on est vraiment encore pas... C'est pas encore prêt, même si j'ai fait quelques... On peut se préinscrire? On peut se mettre sur une liste d'attente? Non, pas encore. Par contre, la visite de demain, il reste des places. Donc, allez sur ma page Instagram et il y a des places. C'est quelle visite demain, je fais la scène noire. Donc, il reste quelques places pour les 2 balades de demain, le matin et l'après-midi. Et la scène noire, c'est entre Assemblée nationale et Musée d'Orsay. Et effectivement, c'est une balade qui parle donc des statuts, de la présence de personnes noires dans le Paris des 19e, 18e même et 20e siècle. Et là, donc, je travaille sur un nouveau truc autour du Palais de la Porte Dorée que je trouve fascinant pour plein de raisons. L'histoire du lieu, donc l'exposition coloniale de 1931, où en fait l'Empire français a son apogée est sur le point de s'effondrer. Mais on va un peu jeter de la poudre aux yeux en organisant un truc démentiel, vraiment que de la démesure, mais aussi que de la gueule. Et la façade, c'est le bas-relief en fait. Donc le truc où c'est que des statues de gens qui sont dans leur milieu naturel, donc en Indochine, à Madagascar, au Sénégal, en Algérie, etc. Et le thème, c'est les apports économiques des colonies à la France. Et la France est sur un trône comme ça. Oh là là, c'est fou. Ouais. C'est l'image de même que... En fait, ça a été fait pour 1931, l'exposition coloniale. Parce que c'était un pavillon ou quoi? C'était pas le pavillon, c'est devenu d'abord le musée des colonies, ensuite le musée de la France d'outre-mer, ensuite le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, et ensuite, dans les années 2000, la cité, le musée national de l'immigration. Donc, pour réserver sur les visites, c'est que sur ton Instagram, c'est ça? Oui, sinon, si vous allez sur mon site, mais sinon, sur mon Instagram, il y a un Linktree et il y a les dates des prochains... C'est le Paris Noir. Le Paris Noir, je mettrai les liens. Sur YouTube, les gens, vous avez tous les liens en description pour les événements. Donc, ils peuvent réserver, vous pouvez réserver pour les prochaines visites. Et tu penses que ça va sortir quand, la 4e J'aimerais bien cet été. D'accord. T'es le seul à le faire. C'est par exemple si on va à Paris Noir, c'est toi. Oui, ce sera moi. Est-ce qu'un jour ça va devenir une entreprise? Vous pouvez apporter votre livre. Je sais pas. C'est la prochaine étape. C'est je disais avoir des stagiaires blancs, pas payés. Enfin, allez, vas-y, rapporte du chiffre. Ça sera le succès. J'ai percé. Et toi, Mariamta, il y a le quai Branly. Le prochain, c'est jeudi 9 avril, ce sera la dernière séance du cycle, donc qui portera sur l'industrie de la mode, et ce sera une belle séance avec 3 invités. Naïla Jaltouni, qui est une spécialiste des droits humains dans le secteur textile, qui a notamment milité et fait du plaidoyer pour qu'on vote la loi sur le devoir de vigilance des entreprises en France, donc qui a vraiment été un moment important. Ablaïmar, qui est un mécanicien modèle, en fait, un couturier, qui travaillait au départ dans le 18e arrondissement et qui maintenant travaille en maison. Je ne sais plus pour quelle maison, et qui travaillait à la fois en haute couture. Donc, en fait, je vais essayer de faire une démonstration comme quoi, en fait, le luxe, ça peut être accessible et qu'on a accès à des savoir-faire incroyables dans le cœur de Paris pour le même prix que du Zara. Donc, en fait, on peut faire autrement. Et un grand couturier qui s'appelle Iman Aïssi, qui est grand couturier camerounais, qui défile en haute couture dans le calendrier de la semaine de la mode parisienne. D'accord. Donc voilà, un petit panel qui va nous permettre de... Merci, il y a Catharsis qui a mis les liens pour le Instagram et aussi mais pour génial, le Branly. Merci beaucoup. Il y a aussi peut-être, on l'espère bientôt, c'est le retour de Afrotopic, on ne sait pas. Inch'Allah, écoute, Afrotopic, alors déjà, les séances au musée sont captées, mais elles ne seront pas diffusées avant potentiellement la fin de l'année. J'ai un énorme somme. Ouais, c'est l'enfer. C'est beaucoup trop loin. Mais, en même temps, c'est pour garder l'intérêt de se déplacer, non? Ouais. Je pense qu'ils ont du mal à faire venir les gens sur Quai Branly. Mais venez, il y a de la place et tout, c'est gratuit, il faut juste réserver en ligne.
Donc peut-être Afrotopique. En tout cas, je diffuserai sur mon flux dès que j'aurai l'autorisation. Et puis, non, c'est principalement ça, en fait. Ouais. Moi, j'essaye d'écrire un livre comme Kevin, mais je suis pas aussi, manifestement, je suis pas aussi douée, pas aussi rapide. Lance-toi, hein, c'est une gymnastique. Je vais rien dire parce que ça a l'air compliqué, donc je vais pas me prononcer. Écoutez, merci à vous deux. Je rappelle tout d'abord, et je le mettrai mieux sur le livre À la découverte du Paris Noir, balade au cœur de l'histoire noire de la ville lumière aux éditions Face Cachée, qui est en plus une petite maison d'édition indépendante, militante et tout, donc faut pas hésiter à soutenir aussi. Vraiment. Donc ça, les gens, ça fait partie des livres qu'il ne faut pas télécharger, qu'il faut acheter. Voilà. Il y a d'autres livres, vous pouvez, allez-y. Il y a les PDF, les trucs, c'est ça. Là, les petites maisons d'édition comme Face Cachée, premier matin de novembre et tout, vous allez acheter parce qu'ils permettent d'avoir des livres qu'on n'aurait pas dans d'autres maisons d'édition. Et en librairie aussi, si vous pouvez. Librairie indépendante, les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Mariemta. Moi, Kevin. Je reviens, les gens, je vais les accompagner juste en haut et je reviens dans 10 minutes pour finir le stream.